Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Natexis et vous avez publié avec Olivier Pastré l'économie post-Covid aux éditions Fayard. Mais avant d'évoquer l'économie post-Covid, voire l'économie Covid, j'aimerais quand même votre réaction sur cet appel au boycott des produits français. Combien pourrait-il peser sur notre économie en termes de points de PIB? Est-ce que cet appel au boycott est véritablement un péril pour notre économie? Alors, c'est très difficile de répondre quantitativement parce qu'on n'a aucune idée de savoir dans quelle mesure il va être suivi. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça touche des secteurs qui sont quand même assez stratégiques. L'agroalimentaire, le tourisme, le luxe, éventuellement l'armement. Qui sont quand même nos secteurs forts. Vous savez que la particularité de la France, c'est qu'on a assez peu de secteurs forts. Et il y a cela et la pharmacie. Donc évidemment, les pays du Moyen-Orient, les pays producteurs de pétrole sont des grands acheteurs de ces industries fortes de la France. Maintenant, ça ne sera peut-être pas suivi du tout. Il faut faire quand même très attention. Donc je suis incapable de vous donner un chiffre. Je dis simplement que ça touche quand même où ça fait mal, quoi. Au global, les Français étaient déjà inquiets la semaine dernière. Ils considéraient que dans ce contexte donc de pandémie de coronavirus, leur inquiétude était d'abord économique avant d'être une inquiétude sanitaire. On imagine là-dessus que vous ne les détromperez pas, hélas. Patrick Artus, néanmoins, dans cet océan de mauvaises nouvelles, n'y a-t-il pas des îlots malgré tout qui nous permettraient de demeurer en partie optimistes ? Bon, d'abord, il y a le sanitaire. Donc tout le monde parle de tout, donc, parce que les médecins maintenant font de l'économie, donc les économistes peuvent faire de la médecine. Il me semble quand même, lisant beaucoup de publications, de rapports, etc., qu'on aura quand même assez vite un vaccin. Peut-être pas un vaccin extraordinairement performant, mais même un vaccin avec 60% d'efficacité, s'il est largement pratiqué dans la population, ça change quand même beaucoup les choses. Donc on n'est pas en train de parler d'une situation qui va durer des années. On est en train de parler probablement d'une situation qui va durer encore 2 trimestres. C'est ça change. Évidemment, on ne réagirait pas du tout de la même manière si c'était des années. Mais si c'est 2 trimestres, la politique économique qu'on mène, évidemment, est complètement différente. Donc ça, c'est première nouvelle. Donc moi, je continue à penser qu'on va avoir un hiver extrêmement difficile du point de vue de l'économie. Je pense depuis longtemps qu'on va être en récession au 4e trimestre de cette année et au 1er trimestre de l'année prochaine, mais qu'ensuite les choses peuvent s'améliorer assez fortement. Mais on a encore 6 mois probablement de récession devant nous. Après, bonne nouvelle dans l'économie, je crois qu'on... La bonne nouvelle, c'est un peu l'objet de ce qu'on a écrit avec Olivier, c'est qu'on est en train de mettre sur la table beaucoup de réformes qui traînaient et qu'on va finalement accélérer. Alors, il y a tout le côté climatique, qui est un sujet séparé, en fait, mais qui est important. Mais dans ce qui touche le Covid, on est en train de travailler sur la protection sociale. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle ne va pas ? Où est-ce qu'il y a des anomalies, des trous, des effets pervers ? J'en donne un, il y a les jeunes, bien sûr, mais il y a les jeunes, il y a les artisans, les intermittents, et puis il y a par exemple quelque chose comme la très grande progressivité de la prime d'activité, qui fait que quelqu'un qui perd un travail à temps plein et qui passe à mi-temps perd sa prime d'activité, ce qui évidemment occasionne des pertes de revenus. Donc on est en train de regarder précisément, à l'occasion de cette crise, tout ce qu'il faudrait changer dans la protection sociale, et ça me paraît assez positif. Et puis, on est en train pour la première fois finalement de revenir à l'idée qu'il faut faire de la politique industrielle, qui était complètement sortie aussi des esprits. Je le disais avant, dans un pays comme la France, on n'a pas assez de secteurs forts. Dans nos secteurs forts, d'ailleurs, le tourisme, par exemple, va souffrir et on ne sait pas pendant combien de temps. Et donc, on a vraiment peu de secteurs forts. Il y a l'agroalimentaire, le luxe, l'armement et la pharmacie. Et ce n'est pas assez pour tenir l'économie. Et donc, on met aussi ça sur la table et on se dit qu'il faut fabriquer d'autres secteurs forts. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on a accéléré l'analyse de nos handicaps et de nos déficiences. Et qu'on va essayer de les corriger, je pense.
Mais alors, justement, lorsque l'on voit les différentes caractéristiques de cette crise sanitaire, qui est évidemment hors norme, parce que vous débutez votre livre, Patrick Artus, en évoquant des épidémies, mais précisément, la question, c'est que la crise que nous traversons ne se limite pas à une simple épidémie. Il y a les effets du confinement, les effets du couvre-feu maintenant, et puis les effets de l'incertitude, puisque vous dites 2 trimestres, mais bien évidemment, il s'agit d'une anticipation. Et jusqu'à présent, la plupart des anticipations ont, hélas, été démenties par ce virus. Oui, à nouveau, on voit quand même qu'on a plusieurs vaccins qui arrivent en fin de phase 3, hein, et apparemment, pour certains d'entre eux, avec des résultats qui sont assez bons. Donc j'entends parfois certains défendre l'idée qu'on n'aura jamais de vaccin. Je ne crois pas. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Et donc, il me paraît plus raisonnable, parce qu'après, quand on réfléchit aux politiques économiques, on en parlera peut-être après, de se placer dans la perspective de 6 mois très très durs et après une amélioration. Parce qu'à nouveau, si on devait avoir ce virus pendant 10 ans, on ne ferait pas du tout la même chose, quoi. Donc là, c'est 6 mois, puis il y a un après-virus quand même, hein. En tout cas, il y a une situation ça ne sera pas vraiment après-virus, mais bien moins dangereuse. Donc je ne crois pas qu'on puisse avoir un ultra-pessimisme. Après, vous avez raison. La nature de la crise est extrêmement différente parce que dans une récession normale, la demande s'effondre. Et donc, on prend des politiques de soutien de la demande et on arrive à limiter la récession. Si on était dans une récession normale, compte tenu des nouveaux comportements des gouvernements et des banques centrales, puisqu'aujourd'hui, on est en état de faire n'importe quel déficit public, on n'aurait pas eu de récession, en réalité. C'est-à-dire qu'une récession... Aujourd'hui, il est même probable qu'une récession normale ne se produit plus, hein, puisqu'on a les moyens de la combattre suffisamment fortement. Simplement, là, ce qu'on a, c'est une situation où, à un certain moment, c'est une chute de l'offre. On ne peut plus produire. On ne peut plus produire parce qu'on ferme des entreprises, parce qu'il y a des gens qui doivent garder leurs enfants à la maison parce que les écoles sont fermées, ils ne peuvent pas aller travailler, et tout le monde ne peut pas télétravailler. Et donc la perte de production, c'est une perte d'offres, donc on ne peut pas la corriger. Et ce que fait la politique publique, c'est de maintenir le revenu. Donc les Français, cette année, vont avoir pratiquement... Alors, je parle globalement, parce qu'on le disait avant, il y a des catégories qui ont beaucoup souffert. Mais globalement, ils n'auront pas de perte de pouvoir d'achat, si on prend dans leur ensemble les Français. Alors qu'on va perdre 10% de PIB. Et la différence, c'est que l'État a créé 10% de revenus qu'il a distribués aux Français. Donc l'analyse qu'il faut faire de cette récession est radicalement différente de celle qu'on faisait dans le passé. Ce n'est pas du tout la même configuration. Est-ce qu'il y a, malgré tout, des classes d'âge? Je pense par exemple aux jeunes, puisque vous l'évoquiez au départ, et on a la sensation que ça sera particulièrement compliqué pour les jeunes parce que, tout d'abord, leur entrée dans la vie active va être freinée, parce que leur mode de vie est évidemment largement frappé par la manière dont cette crise sanitaire se déroule. Là aussi, quelles sont, disons, les anticipations que l'on peut faire, Patrick Artus, en matière de conséquences de cette pandémie? Alors, on sait du passé que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail une mauvaise année portent ce poids-là très longtemps. Et donc, toute la génération qui a fini ses études cet été va être en difficulté probablement plusieurs années. Donc, il faut vraiment le... Alors, il y a quand même à nouveau, la politique économique a réagi. Il y a un système que vous connaissez qui s'appelle la garantie jeune, qui est un système assez intelligent, parce que ça associe un revenu qui est à peu près de 500 € avec une formation. Donc, et ça va concerner 150 000 jeunes. Donc, il y a une réponse quand même qui a été mise en place. Si on se donc, il y a ce problème de marché du travail. Après, comme vous savez, les jeunes ont beaucoup plus de contrats courts que les plus vieux. Les CDD, c'est à peu près 45% des contrats de travail des jeunes. C'est à peu près 20% des contrats de travail des plus vieux. Donc, évidemment, ils souffrent beaucoup plus aussi à cause de ça. Puis, il y a la troisième chose qui est plus subtile et qui n'est pas encore là. Et c'est quelque chose auquel on n'a pas très envie de réfléchir, mais il faut y réfléchir, c'est que la politique monétaire que nous faisons aujourd'hui, qui permet qu'on fasse n'importe quel déficit public, et je crois que ça vaut la peine de prendre une seconde, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'émet pas de dette publique. Il faut arrêter ce débat sur la dette publique. On émet de la monnaie. Tout se passe exactement comme ça. Alors là, il faut que vous nous expliquiez quelle est la différence. La différence, c'est qu'il n'y a pas de dette. Donc, si vous voulez, on a quand même rempli les médias de débats savants pour savoir ce qu'on allait faire de la dette, mais il n'y a
pas de dette. Quand l'État français fait un déficit, s'il le finance, certes en émettant de la dette, mais cette dette est immédiatement achetée par la Banque de France qui paye en créant de la monnaie. Et la Banque de France, c'est l'État. Donc l'État a racheté lui-même sa dette. Et donc ce qu'on a créé pour financer les déficits publics, c'est de la monnaie, c'est pas de la dette. Bon, mais alors attendez, Patrick Artus, parce que il y a de nombreuses années, Alfred Sauvy, l'économiste, parlait de l'économie du diable, c'était l'inflation. Là, le fait de créer comme ça de la monnaie magique, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de diabolique, comment l'expliquer aux auditeurs? C'est un phénomène tout à fait inédit. Il y a quelques mois encore, lorsqu'il s'agissait par exemple de résoudre la crise des gilets jaunes, on nous disait que chaque milliard allait peser sur nos petits-enfants. Et maintenant, on déverse des milliards sur l'économie sans apparemment qu'il y ait des problèmes. Comment expliquez-vous ce tour de passe-passe, ce prodige ? Parce que y a à la fois les États n'ont pas voulu... on n'avait pas le choix. Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu des centaines de milliers d'entreprises qui auraient disparu et on aurait eu, à un certain moment, 40% des Français étaient au chômage partiel. Donc, vous voyez le chômage qu'on aurait eu. Donc, on n'avait juste pas le choix. Bon, pas le choix, ça c'est une chose. Alors mais... après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas bien l'analyse des conséquences de cette politique. Faut pas Pourquoi croire que parce qu'il faut réfléchir, à nouveau, pas à la question de l'endettement public. La France a, quand vous regardez la partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale, donc qui n'existe pas en réalité, la France n'a pas plus de dette publique qu'il y a 10 ans. Donc on ne s'est pas du tout endetté. On a, au travers de la BCE, on a émis de la monnaie. Donc tout se passe exactement comme si, dans le bon vieux temps, la Banque de France imprimait des billets et payait avec les dépenses publiques. Donc on revient à l'économie des années 60-70 où on faisait ça. Donc il faut avoir une réflexion collective. On n'avait pas le choix, donc on le fait et personne ne suggère qu'on ne le fasse pas. Mais il faut avoir une réflexion collective sur ce que ça va faire plus tard. Mais il me semble que s'il y a création monétaire, il y a nécessairement inflation. Or, cette inflation, on ne la voit pas. Non, alors on ne la voit pas, et on ne la voit pas au Japon, où il y a 30 ans qu'on fait cette politique. Parce que quand vous créez beaucoup trop de monnaie, vous avez une perte de valeur de la monnaie. Dans les économies d'entre-deux-guerres, la perte de valeur de la monnaie était vis-à-vis de ce qu'on pouvait acheter comme biens et services avec la monnaie. Et donc, vous aviez de l'inflation. En fait, ce n'est pas de l'inflation, c'est que la même quantité de monnaie permettait d'acheter moins de biens, quoi. Et aujourd'hui, essentiellement, la perte de valeur de la monnaie, elle est vis-à-vis des actifs, c'est-à-dire des actions, de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est particulièrement méchant. Donc, ce qui va très, très probablement, moi je suis persuadé que c'est même plus que très probablement se produire dès le moment qu'on aura moins d'incertitude, parce qu'aujourd'hui, les Européens ou les Américains, c'est pareil, gardent cette monnaie sous forme de dépôt dans les banques. Ils n'en font rien, ils gardent ça parce qu'ils ont peur de l'avenir. Mais quand on aura un vaccin, les gens vont se dire, qu'est-ce que je fais de cette monnaie? Et ils vont acheter des actifs. Donc les plus riches vont acheter des actions, les moins riches vont amener l'apport personnel d'un logement. Et donc on va avoir des bulles sur les prix des actifs. Mais alors, c'est là, en fait, où il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la situation que nous traversons, Patrick Artus. La situation n'est pas rassurante, j'utilise un euphémisme, et cependant, le prix des actifs est généralement très haut, l'immobilier ne dévisse pas, la bourse, alors il y a des entreprises qui évidemment dévissent parce qu'elles sont frappées par la crise sanitaire, par exemple, les actions des compagnies aériennes, mais beaucoup d'autres actions, elles, obtiennent des records. C'est cela, en fait, qui permet d'expliquer cette situation en apparence paradoxale. Pour l'instant, sur l'immobilier, c'est relativement modeste. On voit simplement que les prix ne baissent pas. Bon. Ce qui est déjà très étonnant. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils baissent beaucoup, mais ils ne baissent pas. Mais à nouveau, aujourd'hui, la monnaie a été stockée sous forme de monnaie. J'imagine que vous aussi, vous avez plus d'argent sur votre compte en banque que ce que vous avez normalement, parce que pendant 3-4 mois, vous avez consommé moins que ce que vous consommez normalement. Mais à un certain moment, ça va changer. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait encore plus que dans le passé, en particulier une hausse très forte des prix de l'immobilier et une remontée encore plus forte des actions. Alors on le voit localement aujourd'hui, on le voit sur les actions des nouvelles technologies, on le voit sur les actions de la pharmacie par exemple. Mais on ne le voit pas de façon globale. Mais on le verra de façon globale. Ce qui veut dire que ça peut être de nature, et c'est là où il y a quelque chose a priori à anticiper, ce peut être de nature à renforcer les inégalités. Oui, alors les inégalités patrimoniales. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a un consensus assez large aujourd'hui, y compris dans le monde des banques centrales, pour dire qu'une politique monétaire extrêmement expansionniste, ça réduit les inégalités de revenus,
parce qu'on soutient la demande, on soutient l'emploi, mais ça accroît les inégalités de patrimoine. Et c'est là qu'on revient aux jeunes, parce que la caractéristique des jeunes, c'est qu'il faut qu'ils achètent des actifs, ils achètent des actifs financiers pour leur retraite, ils achètent de l'assurance vie, par exemple, et puis ils doivent acheter des logements, et les plus vieux, ils ont déjà acheté des actifs. Donc en fait, on est en train on va lever une taxation des jeunes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette politique aboutit à un impôt finalement, qui est une taxation des jeunes par les prix des actifs. Et plus généralement aussi, cela veut dire que les secteurs les mieux installés de l'économie, par exemple cette dualité sur laquelle vous revenez dans votre livre, l'économie post-Covid, Patrick Artus, il y a une dualité entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Et là aussi, malheureusement, les unes sont beaucoup plus frappées par la crise que les autres. C'est une crise qui fabrique énormément d'hétérogénéité. C'est pour ça que les politiques publiques sont compliquées. Il y a l'hétérogénéité des secteurs. Si vous êtes dans la pharmacie, vous avez une croissance incroyable, ou dans les services informatiques. Si vous êtes dans le transport aérien, c'est horrible. Évidemment, ça crée une hétérogénéité entre les individus en fonction de leur secteur, en fonction de leur contrat de travail, CDI ou pas. Ça crée une hétérogénéité entre les pays. Il y a ceux qui ont mieux résisté que d'autres. Donc, on est en train de fabriquer une gigantesque hétérogénéité. Et dans le domaine des inégalités, ça crée une inégalité qui est intergénérationnelle entre les détenteurs de patrimoine qui vont s'enrichir et ceux qui n'ont pas de patrimoine qui vont s'appauvrir. Donc, on est en train de fabriquer une explosion de l'hétérogénéité dans toutes les dimensions. Mais alors, le problème, c'est qu'on peut intervenir sur les revenus, beaucoup moins sur le patrimoine. Les politiques étatiques, elles ne peuvent pas véritablement agir sur des inégalités qui relèvent de ce que les individus possèdent. Alors, sur l'immobilier, on peut quand même agir. Il y a des pays, par exemple, qui ont réussi à stabiliser les prix de l'immobilier, le Canada, les Pays-Bas, par de la politique fiscale, par exemple, en taxant les plus-values en capital immobilier. Sur les actions, c'est vraiment dans les mains des entreprises. Moi, je plaide, et je sais qu'il y a pas mal de députés en France qui sont assez sensibles à cette idée, en disant une façon de corriger ça, c'est par exemple d'augmenter les distributions d'actions gratuites aux salariés, que l'ensemble des salariés des entreprises profitent de la hausse des cours boursiers. Vous évoquiez également la manière dont on pouvait lutter contre les conséquences économiques de cette pandémie. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que l'on pourrait faire rapidement qui n'ont pas encore été faites, Patrick Artus ? À nouveau, sur les jeunes, je pense qu'on peut faire un peu plus. Je pense qu'on devrait réfléchir à quelque chose qui ressemble à un revenu universel pour les jeunes qui sont dans un parcours de formation. Pas pour tous les jeunes, mais pour tous les jeunes en formation. On peut pas avoir la pauvreté étudiante, c'est une vraie réalité, Donc, il faut absolument faire quelque chose. Et puis, on propose plein d'autres mesures. Je pense que Par exemple, sur la formation, puisque là, c'est un point sur lequel vous incitez beaucoup dans votre ouvrage, il y aurait la possibilité de mettre à profit, entre guillemets, cette période pour former les personnes sur des activités qui seraient beaucoup plus recherchées demain. Aujourd'hui, ça n'est pas encore véritablement fait. Non, et c'est un problème de réactivité. La réforme du système de formation, elle n'est pas mauvaise, puisqu'elle a quand même amélioré la qualité des formations. On a une évaluation, normalement, sans conflit d'intérêt de la qualité des formations. Ce qui reste à faire, à mon avis, regardant ça, c'est d'une part le branchement entre Pôle emploi et la formation, qui n'est pas suffisant. Donc, il faudrait que quelqu'un qui s'inscrit à Pôle emploi soit tout de suite pris dans un parcours de formation, alors qu'on sait que c'est un process qui est très lent. Il y a la dimension du système qui n'est pas capable d'absorber la masse de personnes qui vont devoir changer de métier. Et puis, il y a la rapidité de l'adaptation. Pour un exemple stupide, on formait énormément au métier de l'aéronautique parce que c'est une profession qui cherche. Et puis, tout d'un coup, il ne faut plus faire ça. Est-ce que le système de formation est capable de tout d'un coup de changer ? Et ça, je ne crois pas qu'il soit capable de le faire. Localement, si, ça arrive, mais globalement, je ne crois pas qu'il a cette réactivité. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. Patrick Artus, votre livre « L'économie post-Covid », vous le signez avec Olivier Pastrest aux éditions Fayard. On parlera par exemple de pâte dentifrice. Qu'est-ce qui se passe quand on fait sortir de la pâte dentifrice du tube ? C'est du suspense. C'est aussi une question qui concerne nos auditeurs parce que c'est probablement l'heure de se brosser les dents. Vous verrez, il y a un lien entre votre tube de pâte dentifrice et l'économie. 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité, Patrick Artus, chef économiste de Natixis, co-auteur avec Olivier Pastré de l'économie post-Covid aux éditions Fayard. Patrick Artus, je l'ai dit, promesse que nous allons tenir. Si nos auditeurs ont à côté d'eux un tube de dentifrice, ils peuvent comprendre les conséquences de la politique monétaire. Pourquoi ? Et pas que de la politique monétaire, et de la politique sanitaire aussi. Alors, la tube dentifrice, c'est une parabole qu'on doit à M. Pöhl, qui était le président de la Bundesbank dans les années 80, et qui avait dit l'inflation, c'est comme le dentifrice, quand on la laisse sortir du tube, on ne peut plus la faire rentrer. À la suite de quoi, les banques centrales ont décidé que si on voulait empêcher l'inflation, il fallait tenir compte de ce que les instruments dont on disposait, par exemple monter les taux d'intérêt, n'avaient qu'un effet lent dans le temps. En gros, si on monte les taux d'intérêt, on a moins d'inflation l'année d'après. Alors, il faut expliquer pourquoi à nos camarades auditeurs, Patrick Artus. Parce que ça met du temps. On monte les taux d'intérêt, donc il y a un peu moins de crédit, donc il y a moins de gens qui achètent des biens, et à la fin, il y a un peu moins de demandes, et donc les prix sont un peu plus bas. Ça refroidit l'économie. Ça refroidit l'économie, mais ça met 1 an, sinon 1 an et demi. Et donc, à partir des années 80, les banques centrales ont décidé qu'il fallait qu'elles aient comme objectif pas l'inflation de maintenant, mais l'inflation prévue pour dans 1 an ou pour dans 1 an et demi. Et depuis qu'elles font ça, on arrive à ne pas avoir d'inflation à peu près sans aucun coût en termes d'emploi, parce que il n'y a pas besoin de beaucoup bouger les taux d'intérêt. Alors qu'au début des années 80 et dans les années 70, on attendait que l'inflation soit là, et là, il fallait monter les taux d'intérêt jusqu'au ciel, et on tuait complètement l'économie. Alors, avec la crise sanitaire, on fait exactement la même erreur. C'est-à-dire qu'on sait que les instruments dont on dispose, les couvre-feux, etc., ça met 1 mois ou 1 mois et demi à avoir des effets. Donc, il faudrait absolument les utiliser en faisant des prévisions de l'épidémie dans 2 mois. Or, on ne fait pas ça, puisqu'on les utilise en fonction de l'épidémie de la semaine passée. Donc on est exactement comme dans la situation des années 70 pour la politique monétaire. C'est-à-dire que périodiquement, on est obligé de serrer énormément parce qu'on a trop laissé monter. Et puis après, ça diminue. Et donc, on fait cette erreur. On peut pas, quand on a un instrument qui n'est efficace et avec retard, il faut piloter les anticipations. Il ne faut pas piloter en regardant dans le rétroviseur. Donc je ne comprends pas ce que fait le gouvernement. L'argument consistant à dire « mais on est obligé de faire ce qu'on fait parce que sinon le public ne comprendrait pas », le public l'a compris pour la politique monétaire, il peut comprendre qu'on regarde la prévision de nombre de malades dans 2 mois. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'est pas prévoyant, pourquoi on ne travaille pas sur les anticipations de la maladie. Et tant qu'on ne le fera pas, on aura ce que décrivent. On revient, c'est exactement le parallèle, on revient à ce qu'on avait dans les économies dans les années 70-80, c'est-à-dire on va fabriquer d'énormes cycles. On va tuer l'économie, alors là, tuer l'économie tuera la maladie, donc on va lâcher, là l'économie repartira, et donc, alors qu'on aurait pu absolument l'éviter. C'est un malade qui va mourir guéri. Et autre question qui se pose aujourd'hui, Patrick Artus, et j'aimerais qu'on fasse le calcul ensemble. On nous dit qu'un reconfinement serait souhaitable sur le plan sanitaire. Alors il y a évidemment une polémique entre les médecins, les chercheurs, les experts autour de cette question. Vous êtes économiste, combien nous coûterait un reconfinement, mettons, pour 1 mois ? La seule chose qu'on peut faire, c'est de recaler sur ce qui s'est passé. Donc, disons qu'on a confiné 2 mois au printemps. Et sur l'année, ceci va nous coûter 10 points de produit intérieur brut. Donc, en gros, c'est 5 points par mois, Ce calcul n'est pas très faux. Donc, si on reconfine 1 mois, on va reperdre 5 points de PIB sur l'année, Cette année, on va avoir une croissance, si on ne reconfine pas, qui devrait être de l'ordre de -9, alors qu'elle aurait dû être de l'ordre de +1. Donc on a bien perdu. Donc en gros, ça coûte 5 points de PIB sur l'année pour 1 mois de confinement. Mais alors, lorsqu'il a été question du couvre-feu, on nous a dit, mais au début, ce couvre-feu, il était localisé. Maintenant, il est présent pour 45 millions de Français. Au début, il devait coûter 1 milliard pour la zone qui était confinée. On nous a dit que s'il s'agissait de prolonger cela et de l'élargir, ça coûterait 5 milliards. Puis, s'il fallait reconfiner Paris, ça coûterait 20 milliards. Ces chiffres-là, comment s'insèrent-ils dans le coût global de cette pandémie ? Oui, c'est à peu près ça. Paris, c'est le 5e du pays, et donc c'est 1 point de PIB. Donc c'est 1 point de PIB pour Paris et 5 points de PIB pour la France.
Donc, si vous confinez toute la France un mois, vous allez perdre 5 points de PIB. Si vous confinez uniquement l'Île-de-France, vous allez perdre 1 point de PIB, c'est à peu près 25 milliards. C'est à peu près l'ordre de grandeur. À nouveau, sur le calcul que je suis capable de faire, c'est d'extrapoler ce qu'on a vu en mars et en avril. Alors, après, tout dépend des modalités. Parce que quand vous faites du couvre-feu à 21h, vous n'empêchez pas les entreprises de fonctionner. Donc, c'est un coût assez petit. Vous touchez les restaurants, enfin, toute la culture, les restaurants. Bon, c'est horrible, hein. Moi, je trouve ça absolument abominable, mais surtout pour la culture. Mais, Vous n'êtes pas le seul. mais c'est 5% des emplois, quoi. Et alors, dans les milieux patronaux, si vous voulez, aujourd'hui, le leitmotiv, c'est on peut détruire 5% des emplois pour sauver les 95%. La journée, c'est très différent. Et il y a la question centrale des écoles. Si vous fermez les écoles, il y a plein de parents qui doivent rester chez eux. Ils ne peuvent pas tous télétravailler. Et là, vous recréez le bazar du mois d'avril-mai. Mais alors, toujours si l'on continue cette perspective-là, Patrick Artus, parce que il y a effectivement des secteurs qui sont empêchés en cas de reconfinement. Il y a des secteurs, et vous insistez là-dessus, bien évidemment, dans votre livre, l'économie post-Covid. Il y a par exemple le tourisme qui pèse 10,5% du PIB mondial et qui aujourd'hui est dans une situation scabreuse. Il y a l'aéronautique dans laquelle la France était censée être particulièrement performante, qui est aujourd'hui une industrie frappée de plein fouet. Donc là, on voit bien qu'on est face à une situation qui est en réalité très hétérogène. Alors, il y a une question, si vous faites de la politique économique, il y a une question centrale, mais qui est compliquée, qui est, parmi tous ces secteurs très touchés aujourd'hui, lesquels vont se normaliser après le vaccin, lesquels, même après le vaccin, ne vont pas se normaliser. Alors, l'aéronautique nous dit on ne va pas se normaliser. C'est-à-dire que les commandes d'avions vont être plus faibles pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Bon, et donc là, on voit qu'on ne peut pas n'avoir une approche que protectrice. Il va falloir que ces secteurs perdent des emplois, réduisent. Le tourisme, on ne sait pas. Peut-être que ça va se normaliser après le vaccin. Si une normalisation dans certains secteurs, là, il faut une approche totalement protectrice. C'est-à-dire, il faut empêcher les faillites, il faut verser leur salaire aux salariés, il faut que l'État le fasse avec la monnaie de la Banque centrale, comme on l'évoquait avant. Donc la grande difficulté, si le gouvernement savait aujourd'hui, ce secteur-là va revenir à la normale dans 6 mois, ce secteur-là ne reviendra jamais à la normale, il saurait différencier sa politique, elle serait beaucoup plus efficace. Comme aujourd'hui, on ne sait pas, et en plus, comme on a de grands doutes sur la capacité du système de formation à fabriquer de la reconversion pour beaucoup de personnes, on préfère être protecteur partout. Donc effectivement, ça coûte beaucoup d'argent et une partie de cet argent est mal employée parce qu'un salarié d'Air France qui finalement sera licencié, il vaudrait mieux qu'il se forme tout de suite plutôt que dans 1 an. Mais comme on ne sait pas, on a décidé d'être extrêmement protecteur. C'est assez raisonnable en face de cette incertitude. Mais on sait bien que dans certains cas, il va falloir faire... Moi, j'ai estimé que probablement au moins 1 million de personnes en France vont devoir changer de métier. Et donc, soit vous les maintenez fictivement dans leur emploi actuel très longtemps en payant les salaires, soit vous organisez tout de suite ce changement de métier. Évidemment, il faudrait mieux l'organiser, mais comme on n'a pas perdu espoir qu'il y aurait une normalisation, on n'ose pas accepter cette idée qu'1 million de personnes vont devoir changer de métier. Ce million, vous le trouvez où, Patrick Artus ? C'est aéronautique, transport aérien, distribution traditionnelle, parce que il y a des changements de comportement qui sont permanents. La consommation en ligne, c'est plus 45% sur 1 an. Immobilier de bureau, on a des estimations d'une baisse de 40 à 45% du besoin de mètres carrés de bureau dans les prochaines années. Et puis, évidemment, de l'autre côté, il y a les services informatiques, il y a la distribution en ligne, il y a la sécurité, il y a la pharmacie, etc. Donc, et c'est à peu près 1 million de personnes, sans doute, qui devront passer des premiers secteurs au second. Ce qui est horrible. Est-ce qu'on peut trouver des effets vertueux ? Parce que prenons par exemple l'immobilier de bureau qui est frappé de plein fouet. On le voit d'ailleurs plus encore aux États-Unis qu'en Europe, où il y a des entreprises qui ont décidé de ne pas revenir en présentiel d'ici 2021, d'ici mi-2021. On voit des dates qui sont de plus en plus longues pour ce contexte-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme on est dans un pays où le foncier est insuffisant, où il n'y a pas eu assez de construction, par exemple des reconversions, est-ce que ce type d'entreprise pourrait être lancé et aujourd'hui, on ne les voit pas véritablement, Patrick Artus ? Alors, il y a ceux, vous avez peut-être lu le livre de Philippe Aghion, il y a ceux qui disent que les crises fabriquent de la dynamique schumpeterienne.
Il faut expliquer ce que Alors, c'est-à-dire, le dynamique schumpeterienne, c'est qu'à un certain moment, les entreprises dépassées technologiquement ou peu efficaces disparaissent et que les emplois vont dans des entreprises plus modernes ou plus efficaces. Et donc, une piste d'espoir serait que cette crise fabrique du schumpeterien. Maintenant, dans certains cas, ça va être vrai. On voit bien la santé, par exemple, qui est un secteur qui croît beaucoup, la pharmacie. Dans beaucoup d'autres cas, c'est pas vrai. Et on détruit aussi des secteurs très avancés, l'aéronautique, le transport aérien, qui sont des secteurs qui emploient des salariés très qualifiés. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu du caractère schumpeterien de cette crise. Je pense qu'il y a un peu de schumpeterien. Tous les travaux académiques nous disent, par exemple, que le télétravail bien organisé fabrique de la productivité. Et puis, ça réduit des coûts de transport, etc. La distribution en ligne, c'est sans doute plus efficace dans certains cas que la distribution dans les magasins, mais il y a aussi énormément d'anti-schumpeteriens. Il y a beaucoup d'emplois qualifiés qui sont détruits. Mais enfin, le schumpeterien, comme vous dites, il ne tombe pas du ciel, Patrick Artus. C'est-à-dire qu'il y a une maxime, je crois, dans votre profession, les économistes, qui dit qu'il ne faut pas laisser se gâcher une bonne crise. Et si la politique économique ne suit pas, si notamment en matière de formation, puisque vous insistez énormément là-dessus, s'il y a une partie des salariés qui doivent être formés à de nouveaux emplois et s'ils ne sont pas formés, cette crise ne pourra pas avoir d'effet bénéfique. Bien sûr, mais on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Après c'est le problème général, c'est le problème du plan de relance. C'est pas parce qu'on met 100 milliards sur la table qu'on sait les dépenser ou qu'on sait les dépenser correctement. Surtout qu'à ma connaissance, on ne sait toujours pas comment ces 100 milliards vont être débloqués, qui va les débloquer, sur quels critères et comment ça va être fait. Oui, mais le plus compliqué, c'est qu'il y a des choses qui... C'est la question aussi qu'on aborde dans le livre de la décentralisation de l'économie. On peut mettre de l'argent pour la formation, mais s'il n'y a pas d'institution de formation avec les bons formateurs et les bons programmes, ça ne sert à rien. On peut dire qu'on va rénover énergétiquement tous les bâtiments, mais si les collectivités locales ne s'en occupent pas, ça ne sert à rien. Donc on va avoir un énorme problème de décentralisation des décisions. La relocalisation, est-ce que c'est un espoir ? Alors, le mouvement spontané, ça va être un mouvement de délocalisation. Parce que toutes les entreprises aujourd'hui font ce qu'on appelle la revue des coûts. Elles ont perdu des profits, elles ont dégradé leur bilan, elles se sont endettées, donc elles veulent baisser leurs coûts. Et une des façons de baisser ces coûts, c'est d'aller produire dans des pays où c'est pas cher de produire. Donc le mouvement spontané des entreprises, ça va être une vague de délocalisation, donc l'inverse de ce qu'on voudrait. Pour l'inverser, il va falloir aider les entreprises. Il faut qu'on devienne attractif. Il faut qu'on devienne attractif et il faut que les entreprises n'aient pas envie d'aller ailleurs. Alors, ça sera des relocalisations. Ça ne sera pas la Chine. Ce monde-là est fini. On est dans un monde beaucoup plus régional. Mais on voit bien que le gagnant potentiel de cette crise, c'est l'Europe centrale, par exemple, avec beaucoup d'entreprises, vous le voyez tous les jours, qui annoncent qu'elles vont en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, etc. On le voit par exemple aux États-Unis avec le Mexique, qui est l'un des gagnants effectivement de cette crise. Et puis parmi les gagnants inattendus dans votre livre, L'économie post-Covid, il est question de l'Europe. Patrick Artus, pourquoi ? Je crois que ce que fait l'Europe est d'ailleurs assez inattendu, mais extrêmement impressionnant. On a quand même, en quelques semaines au début de la crise, lâché toutes les normes budgétaires. On fait 10 points de PIB de déficit public en France cette année, et les Allemands font 7,5. On a fabriqué du franco-allemand. On a le plan de relance européen, alors qui est encore un peu incertain pour des raisons qui sont, d'ailleurs, vous connaissez, politiques et questions de financement, mais qui sera mis en place évidemment. On a lancé des obligations de l'Europe, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Donc on a une et moi je vois sur les marchés financiers avec ma casquette de banquier. Quand vous allez parler à des grands investisseurs en Asie, il y a une crédibilité de l'Europe aujourd'hui qui est incroyablement plus forte qu'il y a 2 ans. Et l'Europe a existé dans cette crise. Elle a financé, elle investit, elle réfléchit, elle a changé ses règles. Et donc, je crois qu'il y a un vrai progrès sur ce qu'est capable de faire l'Europe. Alors, est-ce que ça n'est pas aussi une conséquence directe, indirecte, de la faiblesse actuelle des États-Unis ? Oui, et en réalité, et de la Chine, parce que la Chine a l'air d'être le grand gars. Alors, les États-Unis, c'est évident, ça ne va pas d'y revenir. Il y a une chose quand même que je voudrais dire. Malgré tout, un commentaire. Non, quand même un commentaire. Les États-Unis sont un prédateur. Depuis 20 ans, 30 ans, les États-Unis croissent en empruntant à très bon marché l'épargne du reste du monde. C'est le fameux privilège du dollar. Et c'est la base de l'économie américaine, d'être capable d'investir beaucoup plus que son épargne qui est très faible. Elle est très faible parce que comme on n'augmente pas les salaires, les Américains n'ont pas les moyens d'épargner. Et donc on emprunte l'épargne des autres. Donc ils sont même
plutôt en épargne négative. Ils empruntent pour financer leur train de vie. Oui. Les Américains empruntent, alors une année moyenne, ils empruntent 4 à 5% de leur produit intérieur brut auprès du reste du monde pour financer leurs dépenses. Ça a très bien marché depuis 30 ans, et ce modèle est en train de coincer. Le financement des États-Unis aujourd'hui, il est assuré, par des pays émergents en grande difficulté, où la bourgeoisie finalement met son épargne en dollars pour se protéger contre les crises internes, et deux, par l'Europe, parce que l'Europe n'était pas capable de garder son épargne. Si les émergents redeviennent plus stables et gardent leur argent, et si l'Europe est capable d'utiliser son argent et son épargne pour investir en Europe, les États-Unis n'auront plus de financement extérieur. Donc il peut y avoir une crise du dollar, et donc cette crise, elle peut changer le système monétaire international. Et pour quelle raison la Chine ne serait pas dans une situation aussi florissante qu'elle pourrait l'être, puisque donc là on a des communiqués de victoire un peu partout du gouvernement chinois. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est bien sûr la Chine a mieux géré la crise, et comme il n'y a plus de malades, l'économie repart, on va avoir 5% de croissance l'année prochaine. Et ils sont déjà 5% au-dessus du niveau de production d'il y a un an. Alors que nous, on est 7 ou 8 points en dessous, donc on n'est pas dans le même monde. Mais il y a deux problèmes majeurs en Chine. C'est l'endettement énorme qui finance des investissements pas très efficaces, des infrastructures pas très utiles, et deuxièmement, le vieillissement. On n'en parle pas assez. Il y a un incroyable vieillissement démographique en Chine. À partir de maintenant et pour les 20 prochaines années, la population en âge de travailler va diminuer de plus de 1% chaque année. Et donc on va avoir un vrai problème démographique et un vrai affaiblissement du poids économique de la Chine pour une raison démographique. Mais alors qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la période ? Alors vous avez donné a priori une anticipation sur 2 trimestres. Vous avez dit, nous en avons encore pour 2 trimestres. Alors, je ne viendrai pas vous rechercher, Patrick Artus, si ces 2 trimestres sont un peu plus longs, un peu plus courts. Le président de Moderna est encore plus optimiste que moi. Donc, Moderna, c'est l'une des entreprises de biotechnologie. Qui fabrique un vaccin ADN de type nouveau. Voilà. Mais ce sont des opérateurs en bourse aussi, et ils ont tout intérêt à... Moi, j'ai l'autre version, Guillaume. Je pense que quand vous êtes coté en bourse, si vous dites des bêtises, la SEC vous met en prison. Donc le président d'une entreprise cotée aux États-Unis ne peut pas faire de la désinformation sur ses produits. Non, sans désinformation, mais c'est un vaccin aujourd'hui qui est en phase 3. Ils ont donc tout intérêt, effectivement. Mais je crois qu'ils sont obligés de faire une communication transparente parce que c'est trop dangereux de ne pas le faire, si vous êtes coté aux États-Unis. Alors, en tout cas, donc, si on suit ce calendrier-là, on serait a priori sur 2 trimestres pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Les leçons de la Chine, cela montre aussi la résilience de certains secteurs et l'absence de résilience d'autres. Patrick Artus, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour cette sortie, pour l'après-Covid que vous décrivez avec Olivier Pastré ? Je crois que l'enjeu en Europe, ou d'ailleurs dans le monde de l'OCDE, c'est d'éviter l'augmentation de ce qu'on appelle le chômage structurel. Le chômage structurel, c'est le chômage que les mesures de relance habituelles ne font pas disparaître. Et là, on a une véritable menace. On le disait avant. Si on a vraiment en France 1 million de personnes qui doivent changer de métier, dans le pire des scénarios, vous faites monter d'1 million le chômage structurel. Si on n'arrive pas à leur retrouver un autre métier, si on ne peut pas les requalifier, les convertir normalement. Donc, toutes les politiques économiques doivent essayer d'éviter que cette crise fabrique une hausse du chômage structurel. Alors qu'assez spontanément, c'est ce que fabriquent les crises. Parce qu'il y a des entreprises qui font faillite, on investit moins, il y a des secteurs en difficulté, il faut passer les emplois dans d'autres secteurs. Donc une crise, c'est une machine à fabriquer du chômage structurel. Après la crise des subprimes, il a fallu attendre 2019 en Europe pour retrouver le taux de chômage de 2007. Donc c'est 12 années avec du chômage plus élevé. Si on veut éviter ça, il faut... améliorer les systèmes de formation, il faut investir dans de nouvelles industries pour ne pas rester avec ce petit nombre de secteurs, il faut décentraliser les décisions, il faut faire du dialogue social en entreprise, parce que si on ne peut pas gérer de façon nationale des situations locales extrêmement différentes, on sait à peu près ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de chômage structurel. Et cette épargne, puisque vous l'évoquiez, tout cet argent qu'on ne peut pas dépenser parce qu'on ne peut pas aller en boîte de nuit, au restaurant, je vois mes camarades qui s'installent. Qui vont tous en boîte de nuit. Voilà, qui auraient voulu aller cette nuit en boîte de nuit, mais finalement ils sont venus ici. Qu'est-ce que l'on peut en faire de cette épargne ? On peut en faire 3 choses. Une première chose, c'est la consommer.
Donc là, on aurait un effet de demande. Bon, j'y crois pas trop, parce que ce qui est la consommation pas faite, enfin, le restaurant, vous n'êtes pas allé au mois d'avril, vous n'allez pas le compenser en allant 2 fois au restaurant au mois de mars. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est l'investir bêtement. Par exemple, investir dans des actifs spéculatifs, faire de la spéculation immobilière ou acheter des actions qui sont déjà très chères de la technologie américaine. Et puis la troisième chose qu'on peut faire, et vous voyez, c'est ce que les gouvernements essaient de faire, c'est ce que l'Europe essaie de faire, c'est de l'investir intelligemment. Donc de la récupérer, par exemple, avec des émissions de dette européenne pour l'investir dans la transition énergétique, dans les nouvelles technologies, dans la formation. Donc l'enjeu, c'est aussi... On s'est beaucoup trop concentré sur l'idée qu'il fallait absolument que les consommateurs consomment cette épargne. Si elle est investie intelligemment, c'est encore mieux que de la consommer. Donc l'enjeu des plans de relance, c'est d'aller prendre cette épargne pour l'investir intelligemment. Voilà, alors ne dépensez pas tout, mais vous pouvez quand même, avec une partie de cette épargne, petite partie, acquérir par exemple l'économie post-Covid, votre livre, Patrick Artus, que vous avez signé avec Olivier Pastré.